Après des frappes russes massives de 600 drones, 90 missiles sur le territoire ukrainien ce week-end, notamment à Kiev, la diplomatie russe a appelé les ressortissants étrangers à quitter la capitale. Moscou revendique également l'usage d'un Oreshnik, missile hypersonique à capacité nucléaire. Pourtant, malgré l'escalade déclarative et la liste des victimes ukrainiennes qui s'allonge, Moscou semble encore loin d'atteindre ses objectifs militaires et la guerre, côté russe, porte aussi ses conséquences. Selon l'enquête de deux médias russes indépendants, 352 000 hommes seraient morts au front depuis le début de la guerre. Les attaques de Kiev sur le territoire russe se multiplient. Alors de quel soutien dispose encore Vladimir Poutine au sein de la société russe? Quel est l'impact de la guerre et des sanctions sur son économie? Vladimir Poutine est-il affaibli et faut-il craindre en conséquence une escalade militaire et une fuite en avant? Avec nous pour en parler, trois invités. Anna Colin-Lebedev, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, directrice scientifique de l'Observatoire de l'Ukraine contemporaine. À vos côtés se trouve Elsa Vidal, bonsoir. Bonsoir Mathéo. Vous êtes journaliste, chroniqueuse internationale dans le journal de 20h de BFM TV. Vous avez publié en février Que pensent les Russes? Bonne question, c'était publié chez Gallimard. Et enfin, Elie Tannenbaum, bonsoir. Bonsoir Mathéo Carentin. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Et je cite votre livre « Partisans et centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle » qui vient tout juste d'être publié au format poche aux éditions Perrin. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Dans Question du soir, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. Et avant d'entamer cette discussion, je vous propose d'écouter le correspondant de Radio France et RFI à Kiev, Lucas Lazo, que nous avons contacté ce matin et qui revient sur le vécu des bombardements russes de ces derniers jours dans la capitale ukrainienne. Il y a évidemment une recrudescence dans l'intensification des bombardements ces dernières semaines, mais il ne faut pas oublier que ces attaques, elles sont constantes depuis 4 ans. En moyenne, la Russie lance entre 100 et 200 drones longue distance sur les principales villes ukrainiennes. Le 14 mai, il y a une dizaine de jours, c'est 24 habitants à Kiev, dans le même immeuble. Plusieurs enfants qui ont été tués par un tir de missile avec l'immeuble qui s'est effondré. Dans des villes plus proches du front, comme Kramatorsk, les habitants sont quotidiennement soumis aux bombardements des bombes planantes russes. Donc c'est quand même une situation qui est constante depuis le début de la guerre. Après, ce qui s'est passé ce week-end, c'était évidemment très impressionnant. La Russie a tiré plus de 90 missiles, des centaines de drones. Les habitants que j'ai pu rencontrer le lendemain m'expliquaient qu'ils n'avaient jamais vécu un truc aussi impressionnant depuis février 2022. Heureusement, on avait des informations dès la fin de journée selon lesquelles la Russie se préparait à lancer une attaque d'une telle envergure. Donc, beaucoup de gens ont pu se réfugier dans les abris, dans les stations de métro. Dès les premières heures du jour, les cafés, les restaurants qui ont été endommagés réouvrent, servent des cafés gratuits aux gens qui viennent pour aider. Tu as des volontaires qui viennent sur tous les lieux des frappes pour venir porter assistance à la population, aider les pompiers, aider les services des secours. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas vraiment le temps de prendre conscience de la violence de ce qui s'est passé que déjà tout le monde se met à pied d'œuvre pour s'organiser et aller de l'avant. Et il y a une énorme solidarité entre les gens pour s'entraider et continuer à faire front collectivement dans ce contexte de bombardements récurrents. Voilà la voix de Lucas Lazo, le correspondant de Radio France et RFI à Kiev. Anna Colin-Lebedev, ce que raconte Lucas Lazo, c'est aussi la réalité de la guerre. On parle depuis Paris beaucoup du nombre de missiles, du nombre de drones, de bombardements. Et là, on entre dans le café. Comment ont été vécus ces derniers jours, ces bombardements à Kiev? Comme le disait Luca Lazo, le plus impressionnant depuis le début de la guerre. Et pourtant, d'une part, la défense antiaérienne ukrainienne a permis d'en repousser un certain nombre. Les mesures de sécurité prises ont permis que le nombre de victimes soit limité. Je pense que l'anticipation de Moscou était de voir au petit matin une ville non seulement dévastée matériellement, mais aussi peuplée d'une population affectée psychologiquement, en panique. Les gens sont affectés, bien évidemment. Mais en réalité, la panique n'est pas là, hein. Et l'effet que Moscou cherchait à produire, une sorte d'effet de terreur, n'a pas réussi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelle est la portée militaire de ces attaques, Elie Tannenbaum?
Le bilan militaire, en fait, il est assez modeste dans les frappes de longue distance qui sont évoquées là sur les villes, sur des cibles civiles pour l'essentiel. C'est un impact psychologique évidemment énorme, c'est un impact économique à la longue parce que évidemment ça déstabilise l'économie. Il y a eu à un moment une campagne de frappe sur le système énergétique ukrainien qui a eu aussi des effets importants sur l'économie. Mais là, quand on regarde la frappe enfin la salve massive de ce week-end sur Kiev, effectivement, on voit un centre commercial qui a été détruit, une poste qui a été détruite, enfin, en plus sur des sites symboliques dans le centre-ville, pour une ville qui a l'habitude d'être très bien défendue. Donc ça a un effet psychologique, politique, symbolique et puis humain très, très fort parce que les gens, effectivement, sont descendus dans les abris, ce qui n'est pas le cas toutes les nuits à Kiev. En revanche, militairement, effectivement, ça n'a pas d'effet, évidemment, sur le front, sur la ligne de front, qui est très loin de ces espaces. Ça a un effet d'usure de la défense antiaérienne, surtout à un moment où on l'a vu d'ailleurs, le Kiev Independent a révélé une lettre de Volodymyr Zelensky à Donald Trump reconnaissant le manque d'intercepteurs patriotes. Et là, de ce point de vue-là, il y a un effet d'usure parce qu'il faut bien tirer des intercepteurs pour défendre les civils. Et on sait qu'aujourd'hui, les stocks sont très amenuisés. Mais cette guerre dans les airs contre les villes et les civils est un peu décorrélée dans son tempo, en tout cas, de la guerre qui se passe le long de la ligne de front et dans la kill zone de l'Est et du Sud. Est-ce que, Elsa Vidal, on est dans un moment de bascule stratégique dans cette guerre? On a beaucoup dit d'abord que c'était une guerre qui durait longtemps, et puis on est arrivé au bout des 4 ans de la guerre, on a commenté que c'était plus long que la Première Guerre mondiale, et puis maintenant ça semble être une guerre d'une paix impossible, qu'il semble ne jamais se finir. Est-ce que ces bombardements, c'est la volonté d'aller à l'escalade pour forcer à... Je crois surtout que, pour parler d'un moment stratégique, on a traversé cette année, au printemps ou pendant le premier semestre, une forme de nadir de la capacité de l'Ukraine à s'opposer à l'agression russe avec du territoire qui a été perdu, pas de une surface très impressionnante, mais quand même une régression quasi permanente. Et l'Ukraine a, semble-t-il, de nouveau réussi à sortir de ce nadir, à opposer une résistance militaire qui rebat à nouveau le sens du combat, où il n'y a maintenant plus de limite quasiment aux frappes qu'elle peut opérer par des drones sur le territoire russe, sans recourir aux frappes balistiques qui lui ont été globalement interdites par ses alliés. Donc on est dans un nouveau moment de renaissance ukrainien. Le problème de base étant demeuré le même, puisqu'en face, Vladimir Poutine a la volonté de continuer à se battre. Il ne fait face à aucune opposition de Donald Trump qui détourne les yeux et lui permet de continuer sa guerre d'agression. Et nous, les alliés de l'Ukraine, eh bien, nous sommes aussi toujours dans cette position de relative attentisme. Nous soutenons pour que l'Ukraine garde la tête hors de l'eau. Nous n'avons toujours pas résolu et dépassé ni nos inhibitions face à la Russie, ni nos difficultés à former un chemin et une vision pour la suite, c'est-à-dire qu'à l'architecture de sécurité en Europe, nous concernant au premier chef, qui plus est, mettons même à très court terme, dans 5 ans. Et ces questions restant sans réponse, on est dans une espèce de mouvement permanent avec cet enfermement finalement dans une répétition des crises sans jamais avoir pu changer la donne. Anna Colin, Lebedev, je citais en début d'émission l'usage de ce missile Oreshnik à capacité nucléaire, les avertissements russes auprès des ressortissants étrangers de quitter la capitale. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du poker menteur? Est-ce que c'est pour faire diversion face à des difficultés stratégiques, tactiques sur le terrain, dans le front russo-ukrainien? Via ces frappes, la Russie cherche effectivement à faire une démonstration de puissance, notamment déclarative. Et on a eu au début de la sortie d'Oreshnik tout un tas de déclarations sur attention, c'est un missile qui peut porter une charge nucléaire. Donc pour l'instant on le teste. Une fois qu'on l'aura testé, qu'il sera fonctionnel, ça deviendra extrêmement dangereux. Bon là, ce n'est pas la première fois qu'il le tire sans charge nucléaire. Sinon, heureusement, sinon on le saurait. Désormais, je dirais, ça
devient presque, d'une certaine manière, une nouvelle routine. Hein. Cet Oreshnik qui est lancé et qui, par ailleurs, ne semble pas avoir atteint quelque chose de particulièrement significatif. En tout cas, d'après la manière dont les Ukrainiens communiquent là-dessus, il aurait atterri dans un ensemble de garages et donc aurait provoqué des destructions de garages de voitures particulières. Vous êtes d'accord avec ça, Elie Tenenbaum? L'Oreshnik n'est pas une bascule militaire? Oui, absolument. Enfin, moi, j'ai pu échanger avec des amis ukrainiens qui m'ont dit non, mais oublie, l'Oreshnik, c'est du théâtre, c'est de la communication. Le problème de cette nuit, c'est que on a eu 90 missiles balistiques et ça a fait de la masse. Soit dit en passant, le missile Iskander qui fait aussi très mal et qui est utilisé beaucoup plus massivement que l'Oreshnik, il a aussi une capacité duale nucléaire. Donc en fait, il y a une mise en scène depuis très longtemps par Vladimir Poutine. On se souvient de son discours du manège en 2018 dans lequel il présentait ses armes exotiques et donc à destination de l'Occident, de montrer des armements particulièrement technologiques qui sont et il utilise l'Ukraine de ce point de vue-là, le conflit en Ukraine comme une sorte de vitrine pour ces armements, avec à destination certes un petit peu de la population ukrainienne, mais qui honnêtement a plus particulièrement peur de ça, mais plutôt à destination des Occidentaux, et pour rappeler, et je pense effectivement, pour aller dans votre sens, de masquer les difficultés réelles qui sont aujourd'hui rencontrées par l'armée russe sur le terrain, ce qu'évoquait Elsa Vidal à l'instant sur le fait que ça fait plusieurs mois maintenant que l'armée ukrainienne gagne plus de territoire qu'elle n'en cède, ça fait plusieurs mois que l'armée russe perd plus d'hommes qui ne sont capables d'en recruter et qu'on a, et je ne dis pas de façon définitive et décisive, mais en tout cas clairement une fenêtre dans laquelle aujourd'hui tactiquement l'armée russe est à la peine et l'armée ukrainienne a une légère supériorité. Je voudrais vous faire réagir sur les chiffres publiés par Mediazona et Medusa, donc deux médias indépendants russes qui avaient en collaboration avec le service russe de la BBC une équipe de bénévoles tiennent à jour une liste nominative de militaires russes morts au combat et il conclut qu'à la fin de 2025, 352 000 personnes étaient mortes sur le front côté russe. Est-ce que ces morts, Elsa Vidal, sont visibles dans la société russe? Ils le sont au niveau local. Ils le sont au niveau local. Dans le décompte se fait notamment et pas seulement grâce au suivi des réseaux sociaux des petites localités où les funérailles sont annoncées, pas seulement naturellement, ils sont visibles dans les foyers où ils se produisent, mais si vous me demandez si ces morts créent un scandale et sont intolérés ou intolérables pour la société, non, j'en ai pas le sentiment et c'est pas du tout ce que j'ai pu trouver dans les études sociologiques que j'ai analysées pour mon livre. Est-ce qu'on a atteint un point de bascule de ce point de vue-là? Je ne crois pas. Enfin, c'est-à-dire, si l'idée, c'est de se dire la guerre va se rendre si insupportable qu'on va voir un rejet massif par une action collective publique, non, c'est pas comme ça que ça se manifeste en Russie. Ça ne veut pas dire que la société russe soit passive ni inactive, mais elle déploie ses solidarités, ses résistances et ses oppositions sur des modes qui bien souvent nous échappent. Et il ne faut pas s'imaginer non plus les Russes absolument passifs et clients des mensonges de l'État. Ils consentent à beaucoup de choses, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent. Anna Kollin-Lebedev. Pour compléter ce que vient de dire Elsa Vidal, il faut imaginer la Russie, qui est un large territoire, comme une sorte d'archipel qui est composé d'îlots locaux autour des grandes villes. Et ces îlots locaux sont même isolés en fait, des îlots plus petits que sont les petites villes ou les campagnes, qui sont physiquement en fait, coupés du reste du territoire russe pendant, par exemple, la moitié de l'année pour les régions qui sont dans la partie orientale du pays. Il y a très peu de communication physique en fait, entre très peu d'infrastructures routières qui permettent aux régions de communiquer entre elles, très peu de déplacements de population d'une région à une autre. Les médias sont également locaux, les problématiques sont souvent locales, et on a un double effet, un effet de centralisation et de contrôle par le dessus de Moscou qui impose en fait à chacune des régions la politique, les objectifs en termes de recrutement, de communication sur les morts, de communication sur la guerre, et en même temps une absence de visibilité, d'absence d'ensemble pour les Russes. C'est-à-dire qu'un Russe d'une ville russe de
Novosibirsk n'aura pas une idée très claire de ce qui se passe à Rostov-sur-le-Don et surtout ne sera pas forcément intéressé par ce qui se passe à Rostov-sur-le-Don. Et cet effet-là, le pouvoir russe l'entretient pour précisément éviter de créer une image d'ensemble comme celle qui est donnée par cette enquête de Mediazona et Medusa qu'ils conduisent depuis le début de la guerre. Ceux qui cherchent à obtenir l'information l'obtiennent. Ce n'est pas très compliqué de le savoir, mais les Russes restent souvent en fait cantonnés à un spectre relativement restreint. Ce qui ne veut pas dire que le jour où on fera un bilan provisoire de cette guerre, où la société sera amenée à dire où est-ce que nous en sommes, ces chiffres ne feront pas un effet de choc. Ils le feront bien évidemment comme l'ont fait les chiffres des guerres en Tchétchénie, les chiffres des pertes russes lors des guerres soviétiques en Afghanistan, et on va les comparer aux chiffres de la Seconde Guerre mondiale ou des autres guerres où la Russie a été engagée, et le bilan sera dévastateur en termes politiques. Mais est-ce que l'État communique officiellement sur ces chiffres? Est-ce que c'est des chiffres qui circulent sous le manteau? Comment circule l'information, par exemple, sur les défaites au front, sur ces morts? Peut-être vous, Tenenbaum? Évidemment, vous avez une information qui est très contrôlée. Moi, je ne suis pas spécialiste comme nos deux autres participantes de la société russe. En revanche, il y a un certain nombre d'enjeux. D'abord, vous avez des catégories qu'il faut garder en tête. Vous vous demandiez sur la visibilité. La visibilité des morts, évidemment, elle est partielle. Elle est partielle dans les chiffres qui sont communiqués, mais aussi dans les données, parce qu'il y a des primes qui sont versées aux familles des décédés. Donc, vous avez un taux important de gens qui sont portés disparus. Vous avez les blessés, tués, disparus. Les disparus ne reçoivent pas les primes. Et donc ça, c'est un enjeu. Et puis vous avez des corps qui ne reviennent pas. Et donc là, c'est pas des choses qui peuvent être comptabilisées par Mediazona, par exemple. Et puis vous avez les blessés qui, eux, sont beaucoup plus difficiles à cacher. Et on parle beaucoup des morts. On parle pas forcément beaucoup des blessés de guerre qui, eux, doivent trouver une place dans la société avec tout ce que ça doit impliquer, côté russe comme côté ukrainien. On est sur des chiffres de 1,2 million de blessés, tués, disparus. Et donc c'est peut-être cet ensemble-là aujourd'hui qu'il faut considérer, en sachant effectivement que le détail, comme ça a été très bien dit, il est pas accessible au quotidien par les médias d'information mainstream. Je voudrais rebondir sur ce que nous disait Anna Colin-Lebedev à l'instant, sur le territoire russe comme un archipel, comme plusieurs micro-sociétés. Est-ce que de ce point de vue-là, la capacité des drones ukrainiens à taper en profondeur jusqu'à 2000 km, jusqu'à la zone de l'Oural, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça casse cet archipel que Anna Colin-Lebedev venait de décrire? Elsa Vidal et puis Anna Colin-Lebedev. Moi, j'ai pas le sentiment que ça casse cet archipel. En revanche, ça peut effectivement faire participer d'une introduction brutale de la guerre dans un quotidien. Mais si je prends justement les résultats d'une enquête menée dans le territoire de Koursk, où il y a eu une présence ukrainienne et des combats, etc., les résultats sur le long terme ne sont pas du tout encourageants. Parce qu'on est passé d'un sentiment d'effroi et de soutien aux déplacés à un sentiment de rejet et à un sentiment finalement qui un peu coagulé contre les Ukrainiens et contre les déplacés. Donc je ne sais pas s'il faut, du point de vue de la société, se réjouir de cette capacité nouvelle de l'Ukraine, parce qu'elle pourrait avoir un effet paradoxal en causant des dégâts dans le quotidien des Russes. Et c'est dans cette sphère quotidienne, que les Russes sont particulièrement sensibles. Alors vous levez tous vos mains. Anna Colin-Lebedev, est-ce que l'Oural frappé, c'est un symbole important pour la Russie? Moi, j'aurais une lecture assez différente de celle d'Elsa Vidal. Effectivement, les frappes que l'Ukraine conduit, notamment sur les infrastructures énergétiques russes, depuis un moment, elles sont plutôt localisées et ont un effet au niveau local. Sauf qu'en réalité, les Ukrainiens ont atteint par ces frappes leur objectif, qui était un objectif national, de présence de la guerre sur le territoire national, mais d'une manière détournée, à savoir que les frappes ont conduit le pouvoir russe à adopter un certain nombre de mesures répressives, et notamment des coupures de l'Internet mobile. Et des coupures de l'Internet mobile qui touchent la totalité du territoire, ou la quasi-totalité du territoire. C'est pas la même chose tout le temps au même moment, mais je dirais tous les Russes y ont été confrontés. Et donc ça a été vraiment ça a été un effet de choc et un effet de présence de la guerre dans le quotidien, qui a été d'autant plus frappante pour les Russes qu'ils étaient extrêmement fiers de la numérisation de leur société, notamment dans les grandes et moyennes villes.
c'est véritablement très avancé, hein, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer qu'en France. le business, la vie quotidienne, tout ça repose sur cet Internet. Et par cela, je dirais, voilà, les frappes ont eu pour effet de rendre la guerre très visible. Et Tenenbaum, Et vous pour aller, souhaitez réagir oui, également? oui, pour aller vraiment dans le sens d'Anna, il faudrait pas du tout que les auditeurs imaginent une forme d'équivalence entre les frappes russes sur l'Ukraine et les frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Là où du côté russe, vous avez effectivement des frappes de terreur très larges sur des zones urbaines qui visent à créer une pression immédiate sur les populations et physiques en faisant beaucoup de dégâts et de morts. Du côté ukrainien, on a une campagne de ciblage sur effectivement des sites qui peuvent être considérés comme civils, mais qui sont en fait des sites qui font partie du complexe militaro-industriel, notamment les sites énergétiques avec les raffineries. Pratiquement toutes les raffineries russes, en tout cas à l'ouest de l'Oural, ont à ce jour été frappées de façon assez systématique, pas toujours assez suffisante en termes de charge pour créer des dégâts définitifs, mais voilà, vous avez des dépôts de munitions, vous avez des bases aériennes qui ont été frappées, mais donc c'est quelques Russes qui vivent autour de ces sites, mais qui ne sont pas voilà, le quotidien des grandes villes, des grandes agglomérations de Russie, qui eux peuvent le voir. En revanche, voilà, on parlait de l'internet, et on n'a pas parlé aussi du prix de l'essence, hein, et puis voilà, voilà, et d'un certain nombre de biens qui, par effet ricochet, ont fait prendre conscience, mais le lien de causalité n'est pas toujours fait dans la tête des populations. En tout cas, ils savent que voilà, c'est la guerre, il y a des choses qui sont très difficiles et que c'est dur d'avoir de l'essence. Mais en revanche, voilà, je ne veux pas qu'on imagine une campagne, on va dire, de frappe ukrainienne sur les zones Vous urbaines. faites bien d'aborder ces impacts également sur la vie quotidienne, sur le prix de l'essence, sur la manière dont Internet fonctionne. On a beaucoup décrit l'économie russe comme surprenamment, étonnamment résiliente face à la guerre, également face aux sanctions. Est-ce qu'après 4 ans de guerre, en mai 2026, c'est encore le cas? Est-ce que l'économie russe tient encore debout, Elsa Vidal? L'économie russe, elle a été contrainte à un régime d'adaptation très rapide à l'évolution de la situation. Elle a puisé drastiquement dans ses ressources, dans ce qui s'appelle toujours le fonds souverain, et elle a été obligée à des adaptations qui font mal au porte-monnaie de tous les Russes, petits, moyens et grands. C'est-à-dire que le régime fiscal a changé. Il n'y a plus de ce qu'on appelait la flat tax à 13%. Même la TVA a été revue. Il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Il y a à la fois une surchauffe de l'économie et une pénurie de main-d'œuvre, une envolée des prix et un phénomène de razzia sur les fleurons de l'économie de guerre par le FSB qui va donc se renforcer politiquement avec les coupures sur l'Internet qu'il peut pratiquer aujourd'hui à son gré, sans passer par un tribunal administratif, et en plus économiquement, puisqu'il devient possesseur, avec une forme de complicité du système judiciaire, des plus belles entreprises créées par l'effort de guerre. Donc non, l'économie russe, elle est officiellement en récession, même Rostat le dit, hein, ces statistiques dans lesquelles on ne peut pas avoir confiance, et c'était annoncé de longue date par ne serait-ce que la gouverneure de la Banque centrale de Russie. Anna Colin-Lebedev, est-ce que cet impact sur la vie et sur la vie économique amenuise le soutien à Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y a des remises en cause du gouvernement? Est-ce que ça affaiblit Vladimir Poutine concrètement? Alors, en fait, je pense qu'il faut décorréler les deux choses. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, effectivement, ces conséquences économiques de la guerre qui sont lourdes pour la population russe. Ce n'est pas la première fois qu'ils traversent des crises économiques majeures. Ce n'est pas la première fois qu'ils doivent faire face à des nécessités de s'adapter drastiquement. Donc oui, il y a une sorte de ressource au sein de la société pour serrer la ceinture, très clairement. Mais surtout, en fait, il y a un succès, je pense, de la stratégie de l'information russe, du message qui est véritablement passé au lieu des Russes, c'est que il n'y a pas d'alternative véritable. Les Russes savent qu'en fait, la politique de conduite de la guerre, et je pense qu'il y a une très grande conscience de ça, leur fait du mal, mais ils ne voient pas comment sortir de cette situation, notamment parce que depuis plusieurs décennies, Vladimir Poutine a fait en sorte de nettoyer le terrain politique pour faire penser que l'alternative n'existe pas, ou que l'alternative serait pire. Et aujourd'hui, le pouvoir russe va avoir un discours d'hostilité du monde occidental qui nécessite
de poursuivre la guerre et voire de gagner cette guerre. Et donc, vous avez de plus en plus de Russes qui vont avoir cette position idéologique très étrange. Ils étaient contre la guerre en 2022, ils l'affirmaient, et leur position qu'on ait une inflexion, c'est-à-dire qu'ils disent bon, on n'aurait jamais dû commencer cette guerre, mais maintenant qu'on l'a commencée, nous n'avons pas d'autre solution que de la gagner. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal qui en fait les amène à soutenir la politique de poursuite de la guerre alors même qu'elle est à leur désavantage. Je vous propose d'écouter la voix de Vladimir Poutine. L'exploit grandiose de la génération des vainqueurs inspire aujourd'hui les soldats qui remplissent les objectifs de l'opération militaire spéciale. Ils font face à une force agressive, armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'OTAN. Et malgré cela, nos héros continuent d'avancer. Mais quels que soient les changements de technologie et de tactique de combat, une chose demeure immuable. Ce sont les personnes qui déterminent le destin d'un pays. Je crois fermement que notre cause est juste. Nous sommes unis. Gloire aux forces armées de la Russie. Joyeuse journée de la victoire. Je vous demanderai à tous les trois un commentaire, une exégèse de ce discours du président russe Vladimir Poutine à l'occasion du défilé militaire du 9 mai 2026 qui commémore traditionnellement la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. Et il a été noté que cette année, plus qu'une autre, le défilé était plus léger, entre guillemets. Elie Tenenbaum. Oui, on attend toujours beaucoup des défilés du 9 mai. C'est effectivement une vitrine, une manière de prendre un certain pouls, mais ça peut être une opportunité pour faire passer des messages. Et si l'opportunité ne se présente pas, il ne faut pas non plus en faire plus que ça. Surinterpréter, j'ai toujours eu l'impression que en Occident, on regardait avec peut-être trop d'attention le défilé du 9 mai. Mais le message pour moi à retenir, c'est que et c'est ce qu'on voit à travers le comportement politico-diplomatique du Kremlin et de Vladimir Poutine en particulier depuis au moins quelques mois après la phase où Donald Trump, dans sa manière de pousser l'idée d'une négociation, il y avait des formes d'ouverture. On a toujours senti que vis-à-vis desquels la Russie était très sceptique à l'idée d'une quelconque négociation. On est reparti là sur l'idée de il n'y a pas d'autre choix que la victoire. Ils n'ont pas bougé d'un iota sur les ambitions, sur la description de la menace, etc. Et donc aujourd'hui, on est fondamentalement face à un appareil de sécurité qui est verrouillé sur la cible, si je puis dire, pour prendre une métaphore militaire, et qui refuse de se poser trop de questions avant de voir des choses progresser. Anna Colin-Lebedev nous disait que Vladimir Poutine finalement n'était pas si fragilisé à l'intérieur du pays parce qu'il était vu comme la seule solution face à la situation, et puisqu'on était en guerre, il fallait y aller jusqu'au bout. Est-ce qu'à l'extérieur, dans les relations internationales, ces soutiens internationaux, est-ce que Vladimir Poutine est affaibli ? Je ne sais pas si on peut le dire affaibli. On l'a vu rendre visite à Xi Jinping juste après Donald Trump en Chine. On a bien senti quand même que la Russie était dans une situation de demandeuse aujourd'hui vis-à-vis de la Chine, avec des dépendances qui sont très claires sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan logistique et industriel. Donc on voit bien qu'il marque le pas. On voit bien qu'il y a des alliés clés auxquelles la Russie n'a pas pu porter son aide en 2026, du Venezuela à l'Iran, en passant par les juntes militaires au Sahel. Après, fondamentalement, on n'a pas l'impression d'un pouvoir qui vacille dans son expression géopolitique. Elisabeth, vous êtes d'accord finalement, cet affaiblissement de Vladimir Poutine qui a été décrit par la presse, relatif. Il est réel ou est-ce que c'est un mirage ? Il est réel, mais encore une fois, il ne faut pas croire qu'il va produire un effet sociétal qui va amener à un changement de régime. En revanche, je pense que c'est aussi un des pièges de notre lecture de ce qu'est le régime de Vladimir Poutine et qu'on a été très encouragé à le lire comme ça, c'est-à-dire à croire qu'après Vladimir Poutine, ce sera
pire. Et je pense que vraiment, il faut s'efforcer à penser la Russie d'après Poutine, parce que les élites russes la veulent. La population russe n'a jamais voulu cette guerre, donc elle, nous-mêmes et les Ukrainiens sont otages d'une poignée d'hommes. Il faut absolument avoir ça à l'idée pour, encore une fois, désinhiber l'action. On ne devrait pas avoir peur d'une défaite de Vladimir Poutine. Or, ce que j'entends chez de nombreux diplomates, hommes politiques et militaires, c'est un homme acculé est plus dangereux. Je ne crois pas que Vladimir Poutine s'apprête à utiliser l'arme nucléaire, et le poser comme une prémisse est un moyen de nous inhiber. Et tant que nous serons dans cette posture, nous serons les spectateurs d'une guerre qui est en fait extrêmement déterminante pour notre futur. Et malheureusement, on a connu des moments d'accélération où on s'est libéré de certaines de ces représentations de la Russie qui ont été créées justement parce que les dirigeants russes ont conscience de leur faiblesse et ont besoin de nous tenir à distance. Mais pour le moment, je pense qu'on a régressé et qu'on est assez confortablement à distance observateur. Alain Colomb-Lebedev, vous êtes d'accord avec cette idée? Il ne faudrait pas croire qu'un Vladimir Poutine acculé, entre guillemets, pour reprendre votre expression, serait plus dangereux. Systématiquement plus dangereux. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Mais... Je pense que nous sommes effectivement extrêmement sensibles à la communication de l'État russe, et notre focalisation sur le 9 mai en fait complètement partie. Les Ukrainiens, eux, en fait, nous montrent aujourd'hui une autre manière de faire en communiquant énormément et de manière assez désinhibée vis-à-vis de la Russie. Par exemple, si on prend aux alentours de ce 9 mai précisément, la déclaration, enfin le décret signé par le président Zelensky qui autorisait le président russe à conduire le défilé du 9 mai à Moscou, c'était un renversement. C'était un renversement savoureux, et moi j'ai tendance à penser que l'attaque donner les coordonnées du Kremlin à ne pas frapper, j'ai tendance à penser que l'attaque de grande ampleur que Kiev a connue le week-end dernier n'est pas sans lien en fait avec ce décret, comme une forme de vengeance aussi symbolique. C'est intéressant ce que vous citiez le président Zelensky maintenant. Est-ce que si on pense en miroir, parce qu'on a l'impression que c'est une guerre avec deux personnages antagonistes, alors qu'en réalité, évidemment, ça confronte des personnes sur le front et des civils, on en a parlé. Est-ce que Zelensky, lui, est dans une position de force, ou est-il lui aussi affaibli, je le rappelle, par des affaires de corruption qui traversent l'État ukrainien ? Je pense que là aussi, il faut décorréler un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il continue à y avoir en Ukraine un très fort soutien à Volodymyr Zelensky dans son rôle de chef d'État et de représentant de sa nation sur la scène internationale. Ce qui désormais n'empêche plus du tout les Ukrainiens à exprimer des critiques sur sa gestion du pays, d'exprimer des critiques sur son entourage. Et les affaires de corruption qui sortent, elles aussi, sont vues d'une manière extrêmement différente. Pour nous, elles seraient le signe d'une faiblesse ou d'une fragilisation. Beaucoup d'Ukrainiens nous disent en réalité, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à notre pays actuellement. Ils sont heureux de voir ces affaires sortir, arriver jusqu'en justice, être portées et rendues publiques, voir des instances officielles investiguer sur des gens proches du pouvoir. Pour eux, c'est une sorte d'assainissement de l'économie. Et la résistance de l'État ukrainien, en fait, elle est représentée par Zelensky aujourd'hui, mais elle ne tient pas à la figure de Zelensky. Si le jour où il y aura un autre président ukrainien, même si c'est en contexte de guerre, ça ne changera pas grand-chose aux dynamiques qui sont celles de la société ukrainienne. Élie Tannenbaum, combien de temps l'Ukraine peut-elle encore tenir dans les conditions actuelles, dans ce conflit ? Bon, la dynamique, elle est fluctuante en permanence. On regardait à un moment beaucoup, évidemment, les pertes humaines de l'Ukraine, en imaginant qu'ils ne pouvaient pas les réduire. Aujourd'hui, ils ont réduit un petit peu leurs pertes, en partie grâce à une dronisation très très accéléré du champ de bataille. Et il y a vraiment ce discours en Ukraine de dire remplaçons nos combattants qui meurent par des robots, parce qu'on préfère perdre des robots que des humains, donc une dimension humanitaire de la robotisation qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir comme ça en Occident. Donc ça a évolué, et puis comme je le disais, il y a des rapports de force qui évoluent sur le champ de bataille. La capacité de l'Ukraine à le tenir, elle dépend aussi de sa stabilité financière.
et de l'aide qu'elle reçoit de l'extérieur. Pour moitié aujourd'hui de la dépense militaire ukrainienne passe par une aide extérieure, et cette aide extérieure depuis 2025 est intégralement portée par l'Europe, quasi intégralement portée par l'Europe. Les États-Unis, qui avaient pendant l'administration Biden couvert presque la moitié, se sont désengagés intégralement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'armes américaines qui arrivent. Il y a des armes américaines qui sont payées par les Européens, mais c'est financièrement les Européens qui aujourd'hui assurent cette aide budgétaire, d'une part, qui permet de payer les fonctionnaires et un certain nombre de dépenses publiques, et puis cette aide militaire européenne dans laquelle il y a des inégalités très fortes entre les pays aussi. Donc tout ça est à mettre dans l'équation sur combien de temps l'Ukraine peut tenir. C'est évidemment la question de la résilience du point de rupture de la société ukrainienne elle-même, et ça, Anna-Elsa pourra en parler mieux que moi. Mais c'est aussi la question de la stabilité budgétaire, financière et militaire. Je vous remercie de devancer ma question. Elsa Vidal, combien de temps la société ukrainienne peut-elle tenir ? À quel point est-elle proche du point de rupture par rapport à la résistance qu'elle démontre ? On entendait en début d'émission Luca Lazo qui racontait ces cafés qui réouvre, les gens qui s'entraident tout de suite avec presque encore la fumée des bombardements au milieu. Alors, je vais faire une réponse très courte parce que mon dernier séjour en Ukraine remonte maintenant à plus d'1 an et demi, mais je n'ai jamais trouvé en Ukraine un sentiment d'abattement. Les gens avec qui j'ai déjeuné ce midi et qui en revenaient me disaient qu'ils avaient toujours trouvé la même vitalité et le même engagement. Et je ne crois pas que la durée en fait, de la guerre soit de nature à complètement changer l'équation. Anna Colin-Lebedev. Je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont une certaine fierté d'avoir tenu de cette manière-là depuis plus de 4 ans, de pouvoir prendre le dessus dans un certain nombre de dimensions proprement militaires. La métaphore de David contre Goliath, qu'on avait un peu récusé à un certain moment de la guerre en se disant la masse fait quand même, pèse quand même. Les Ukrainiens, quand ils peuvent sur un point du front ou sur une dimension la renverser, ils en sont extrêmement fiers. Je pense qu'ils ont aussi changé leur attitude vis-à-vis des partenaires et notamment des partenaires européens. Certes, il y a une aide, ils tiennent grâce à une aide financière, 200 milliards d'euros et une aide militaire, mais ils ont aussi aujourd'hui conscience d'être absolument indispensables au dispositif de défense européenne, de par leur expérience de guerre face à la Russie, de par leur position aussi de bouclier en fait qui protège les autres pays européens et de par leur capacité d'innovation en fait qui fait que tout le monde se précipite aujourd'hui à Kiev et sur le front pour tirer des leçons de l'expérience ukrainienne. Donc l'Ukraine est devenue exportatrice d'armes malgré la guerre. L'Ukraine qui était un pays absolument pacifique avant 2014, aujourd'hui envisage son avenir comme un avenir militarisé avec une durée de guerre qui est indéterminée et avec des capacités économiques et une capacité de poids sur la scène internationale qui est liée aussi à à son savoir-faire militaire. C'est peut-être pas ce qu'on souhaiterait à un pays pour son développement, mais le fait est que c'est comme ça que l'Ukraine tient et ce sentiment-là ne fait qu'augmenter. Elsa Vidal, rapidement, un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est une leçon pour tous les alliés de l'Ukraine qui sont encore très frileux. L'Ukraine n'a pas reçu les systèmes de défense aérienne qu'elle a demandé depuis très longtemps, y compris à Donald Trump. Elle finira par les produire elle-même, elle finira sans doute victorieuse dans cette guerre et elle fera le compte après de ce que les alliés ont fait ou n'ont pas fait. Écoutez, merci à vous trois de nous avoir éclairés sur la position de Poutine au sein de la société russe et puis sur la capacité infinie de l'Ukraine à tenir dans ce conflit armé qui, je le rappelle, dure depuis février 2022. C'est la fin de cette émission. Anna Colin-Lebedev, maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, directrice scientifique de l'Observatoire de l'Ukraine contemporaine. Elsa Vidal, journaliste, chroniqueuse internationale dans le journal de 20h de BFM. Et je rappelle le titre de votre livre « Que pensent les Russes ?» paru chez Gallimard en février. Enfin, Elie Tenenbaum, directeur du Centre d'études de sécurité de l'IFRI. Je rappelle également le titre de votre livre qui vient de paraître aux poches aux éditions Perrin, Partisans et Centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle. Merci à l'équipe de Questions du Soir. Première partie, Diane Devancey, Louise Morfoy, Juliette Moilic, Mathias Mégy, Antoine Héral. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes seulement pour la deuxième partie de cette émission, après le point info. Émission qui